Cette place de village que traverse un garçon, vous l'avez sûrement déjà vue. C'était la première scène du premier film de Claude Chabrol qui marquait, voici 10 ans, les débuts de la nouvelle vague, Le Beau Serge. Un film qui disait la vie dans un village pendant quelques jours. Mais les films disent souvent aussi en secret une autre histoire que celle qu'ils racontent ouvertement. Ainsi cette scène, où Claude Chabrol a tenu, comme les peintres flamands d'autrefois, à se peindre lui-même anonymement, aux côtés de Jean-Claude Brialy, de Gérard Blain, de Philippe de Broca, cette scène nous livre un secret de l'auteur. Ce village dont le film ne nous a pas dit le nom, c'est son village, Sardan, dans la Creuse. Et cette maison aux volets ouverts que la caméra a cadrée elle aussi en fond de tableau, c'est sa maison, la maison des grandes vacances. Cette maison ni belle ni laide que les hommes, quand ils en ont eu une, gardent toujours merveille au fond de leur cœur. Oui, j'allais en vacances. Enfin, je me sens plus creusois que parisien, d'ailleurs. Alors, j'avais l'impression que c'est quand je venais à Paris que je quittais la maison. Ah oui. Et à Paris pour travailler, et la maison c'était là-bas. Je venais au lycée à Paris et j'étais là-bas. C'est une belle maison? Oh non, c'est une maison. Elle est assez grande, elle est très simple. Il y a un carré. On entre dans la cuisine. Ce qui est étonnant. On ouvre un placard qui n'a pas été ouvert des fois depuis 5 ans. Enfin, ça peut arriver, ou depuis 10 ans. Et on trouve des choses bizarres. On trouve des annales de 1903. Il y a une salle à manger derrière. Et puis il y a 2 étages avec 2 séries de 3 chambres. Il y a une odeur dans cette maison? Oui, ça me semble aussi un petit peu. Mais c'est normal parce que l'hiver est assez froid. J'aime bien. Quelquefois, c'est l'odeur qui rappelle une maison, qui rappelle un souvenir. Oui, c'est-à-dire que moi, c'est les placards de salle à manger, les placards d'une chambre qui est la chambre bleue, où personne ne voulait loger. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais c'est celle que je prends. C'est très agréable, mais elle ne donne pas sur la place. Elle donne sur il y a une espèce de jardinet ridicule derrière. Elle donne sur le jardin. Quand vous étiez gosse, vous jouiez dans ce jardin? Non, je jouais sur la place. Vous vous souvenez des copains? Ah oui, ben oui, parce que j'ai grandi avec eux. Il y en a un qui s'appelait Jean-Baptiste, qu'on appelait Francillon, je ne sais pourquoi. Comment vous appelez-vous? On m'appelait Chabrin que de lapin, je ne sais pourquoi. Oui. Mais je sais pas, je ne pense pas qu'il y ait aucune obscénité là-dedans. Je sais pas. Je me souviens, ça me choquait horriblement. Et puis, attends, mais il y avait un autre truc. On m'appelait Casserole aussi. On m'appelait Casserole. Et je me souviens encore d'un autre. Enfin, je ne m'en souviens pas. Je me souviens qu'il y avait un autre surnom. Ça me revient, ça m'était complètement sorti de l'esprit. Attendez, voilà. Ah, je me souviens plus. Ça m'est venu, là, c'est reparti. Je me souviens plus. Il y avait un autre surnom. On avait tous des surnoms. Riri se souvient des mêmes, enfin, c'était... Et le cousin, c'était Riri? Et le cousin, c'était Riri, c'était le cousin Riri. Qu'est-ce qu'il incarnait pour vous, ce cousin? Le cousin Riri, pour moi, c'était... C'était le paysan, lui. Il était paysan. D'ailleurs, mais pas le paysan, le plouc, pas ça, le paysan. Il y avait des choses que le cousin Riri faisait, que vous enviez. C'est-à-dire, oui, moi, il y a une chose qu'il faisait formidablement et que moi, je ne savais pas faire du tout, c'était de manger son fromage en essayant avec son couteau. En le coupant avec son couteau, il le pousse. Ça, je trouvais ça formidable. Le cousin Riri, celui qui savait pousser son fromage avec son couteau, le voici, 30 ans après. Oui, il y a certaines choses que je me rappelle un peu, mais enfin pas tout, c'est si loin. Et je me rappelle l'arrivée. C'est qu'il arrivait parce qu'on le savait à l'avance, il y avait quelqu'un de sa famille qui allait ouvrir, ils allaient ouvrir la maison pour faire prendre l'air, tout ça. Quand vous voyez la maison ouverte, on s'en doutait, on allait demander. Alors on savait à peu près le jour ou même quelquefois à 1 heure près, on attendait. Pourquoi ils arrivaient en voiture? Oui, ils avaient une voiture. Et alors vous attendiez l'arrivée de la voiture? Mais oui. Et dès qu'ils sortaient de la voiture, ils se dirigeaient à toute vitesse vers nous pour raconter tout un tas de choses. Qu'est-ce qu'ils racontaient? Oh
ce qu'il avait fait, enfin la veille haute, il avait été au cinéma, au théâtre, déjà ça lui plaisait évidemment. Il nous racontait ça, il était très heureux, il faisait tout un tas de gestes, il était heureux. L'arrivée en voiture est terrible quand on arrive dans ce parce qu'il y a un tournant pour arriver sur la place. Et on a toujours l'impression de déboucher, d'apparaître comme ça. Alors, d'ailleurs, quand il a su ça, mon père faisait exprès de déboucher très vite pour que ce soit encore plus brillant, c'est-à-dire que ce soit comme une arrivée. Oui, dans un film. On sentait il respirait beaucoup plus de bien-être, évidemment, que nous autres. Oui. Vous avez une belle maison là-bas? Oui, une jolie petite maison de campagne qui est assez conséquente. Il y a de grandes pièces, c'était spacieux, une très jolie maison. Ça vous paraissait beau? Ah, mais oui. Bien meublé, puis enfin, des dépendances, c'était quelque chose d'assez bien, quoi. Je crois que les maisons de notre enfance changent en même temps que nous. Elles nous accompagnent en rapetissant, c'est leur manière à elles de vieillir. La magie qui les animait les quitte au fil des ans, comme nous quitte notre jeunesse. Naguère, celle-là ressemblait à une maison de fête à l'heure du goûter, toute brillante de meubles et de nappes. Celle-ci, au contraire, la maison de Riri, était le royaume de l'ombre et du mystère. C'était assez sombre, il y avait une grande pièce, avec une grande table et une grande cheminée. Et il y avait un petit escalier qui montait à une chambre ou deux. Je suppose qu'il devait y avoir 2 chambres, oui. Et c'était rustique et charmant. Noir, c'était sombre chez la neige. On s'amusait toujours sur la place. Vous vous souvenez pas d'un jeu précis que vous aviez inventé? Ah, bien, les jeux, c'était toujours la petite voiture à pédales, le cyclo-rameur et dame, ça marchait. Il avait une voiture à pédales? Ah oui, une petite voiture, enfin un jouet d'enfant. Oui. Évidemment, il ne se donnait pas toujours la peine de pédaler, on poussait derrière. Oui. Et ça marchait. Mais vous ne montiez jamais dans la voiture et lui poussez? Oh si. Oh ben, mais il était comme nous, il était gentil. Ça vous amusait cette voiture à pédales? Et alors? Et le cyclo-rameur aussi. Ah oui. Vous aviez envie d'en avoir un? Évidemment, ça nous faisait envie, alors on en profitait tant qu'il était là-bas. Il y avait une auto à pédales, oui. Il y avait une auto à pédales que j'ai retrouvée dans le garage, derrière des clapiers qui ne servent plus à rien. Parce que les choses meurent, enfin, ce qui m'aurait plu est mort maintenant. Par exemple, il y avait 2 clapiers dans le garage. Et je me souviens que dans le temps, il y avait des lapins là-dedans, il y avait des lapins. Et puis maintenant, il n'y a plus rien, il y a une vieille voiture, une vieille auto à pédales. Je suis en train d'y réfléchir, j'avais beaucoup de jouets, parce que je pensais qu'aux trucs qu'aux autos. Mais ça, c'est. En tout cas, on avait des trucs, on faisait des sculptures aussi. Alors, comme la maison était sur la place, puis il y a un grand perron. C'est important de connaître la topographie du lieu, parce qu'il y a un grand perron. Et on faisait le tribunal. Alors derrière, il y avait des caisses de soda, ou tout comme ça. On était derrière ces caisses et on beuglait comme des ânes, des plaidoiries et des réquisitoires. Oui. Comment croire, à moins d'admettre qu'il est vraiment rapetissé, que tant de personnages fabuleux aient pu tenir ensemble sur ce perron? Tout petit, il avait cette idée-là, il essayait de faire des histoires de théâtre, enfin, je ne peux pas bien m'expliquer, mais les hommes chinois, ils montaient des petites scènes. Et vous y participiez? Ben, on allait le voir, mais vous savez, nous on n'avait pas l'habitude de voir tout cela et on n'y comprenait pas grand-chose, à vrai dire. Je m'en souviens, c'est bizarre, parce que moi je m'en souviens, c'est vrai aussi, il y avait un truc, ça existe plus, c'était formidable, c'était un petit... une espèce de petit bouquin où on découpait des choses et on les projetait sur un écran. Sur un mur. Sur un mur. Oui. Mais le cousin Riri est persuadé que votre vocation du cinéma vient de tout ça, de ces ombres chinoises et de ces petits spectacles. Pour lui, c'est clair, ça fait aucun doute. Il se trompe? Ouais, je sais pas, parce que... Oui, parce que je crois que tous les gosses, tous les gosses qui ont eu ce jouet entre les mains ont fait les ombres chinoises, je pense pas. Ils sont pas tous devenus cinéastes. Ils sont pas tous devenus cinéastes.
Peut-être d'ailleurs serait-il moins difficile de comprendre comment un enfant a pu devenir cinéaste que de comprendre qu'il soit devenu facteur. Lorsque j'étais jeune, je voulais faire le boucher. Hein? Tiens. Et puis la guerre est venue et j'étais trop vieux pour commencer, ma foi. Pourquoi il faut commencer jeune? Ah bien, il faut quand même faire un certain apprentissage pour le faire d'une façon parfaite. Et qu'est-ce qui vous avait donné cette idée de vouloir être boucher? Parce que j'habite à côté d'un boucher. Puis alors j'y allais souvent. Et même aider aux besoins, de temps en temps. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. J'aurais voulu avoir les moyens vers la suite de pouvoir m'installer, alors comme je voyais que c'était pas possible. Alors après, j'avais commencé à faire des remplacements de facteurs. Pendant la guerre, je remplaçais un prisonnier. Et je voulais le remplacer juste pour dire je rends service, je n'avais pas idée à ça, puis vous voyez, j'ai toujours continué. Et finalement, ça vous a plu? Mais oui, c'est aussi bien qu'autre chose. Qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive des choses pendant la tournée. À quoi pense un facteur pendant qu'il marche avec l'hypnose? Ah bien, ça, il y a beaucoup à penser parce qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de travail. Ce n'est plus le facteur d'autrefois. Et vous pensez à des choses personnelles ou uniquement à des choses du métier? Ben, il faut penser uniquement au métier ou alors ça serait difficile de faire son travail consciencieusement. Mais il y a des problèmes, par exemple, pour trouver des gens, quelquefois. C'est-à-dire qu'il y a certains problèmes, c'est au moment où on a des échéances de mandat, tout ça. Et, vous savez, c'est pas tellement rapide avec les vieux. Il y en a beaucoup qui ont des difficultés pour signer leur nom. Alors tout ça, ça demande du temps, il faut chercher les lunettes. Alors il faut être assez patient, ouais. On deviendra peut-être pareil. Pendant que vous faites votre tournée comme ça, il arrive quelque chose que vous pouvez raconter, par exemple, à votre femme en rentrant, des choses inattendues, imprévues? Ben, c'est-à-dire que, en principe, je raconte rien, puisque on doit observer le secret professionnel. Non, mais des choses qui seraient indépendantes de votre métier, des spectacles que vous auriez vus, des gens que vous auriez rencontrés. Oh ben, c'est-à-dire, non, on doit raconter le moins possible du fait que quelquefois, ça peut être mal interprété et c'est gênant. Ouais, il faut être prudent. Voilà, c'est ça. Et vous êtes prudent? J'ai essayé au moins de l'être, du moins à l'être. Les études, vous avez songé à en faire? Non, je n'ai pas pu. C'était à ce moment-là très difficile pour chez moi. Il fallait que je reste à la maison pour faire certains gros travaux, puisque il n'y avait que ma mère et ma soeur qui étaient toutes jeunes. Votre père était mort? Non, mon père était parti, lui, à la guerre. Oui. Alors il restait votre mère pour la ferme? Oui, et puis qui était pas tellement costaud. Alors c'était un passage difficile et on avait quelquefois du mal à arriver. C'était petit la ferme? Toute petite. Combien il y avait d'hectares? Oh, une douzaine. Ouais. Il y avait des bêtes? Oui, oh. Vous savez, c'était pas important, 6 ou 7. Vous vous occupiez des bêtes étant gosse? De tout. De labourer, de faire tout ce qui est dans les travaux des champs. À quel âge vous labouriez? Oh, j'ai commencé, j'avais 13 ou 14 ans. Vous trouviez ça dur ou bien ça vous amusait? Eh bien, c'était dur et oui, ça m'amusait, ça me plaisait. Jusqu'au moment où il y en avait marre. Mais Claude, lui, il labourait pas, bien sûr. Ah, bien. Non. Oui. Je sais pas si on se souvient, on était allé sarcler les pommes de terre ensemble. Ça c'est dur, ça fait mal parce qu'on est accroupi toute la journée. On avait de longues discussions comme ça. Oui. Après, alors ça c'est quand je suis revenu après la guerre. Enfin, parce que je continuais à venir en vacances après la guerre, je ne pouvais pas m'en détacher. Et là, il était encore à Sardan. Il était sur le point de foutre le camp, mais il était encore à Sardan. Et on avait de longues discussions
où il m'expliquait que c'était plus fatigant. Il m'expliquait, lui, que c'était plus fatigant de sarcler les pommes de terre que de faire un problème de maths. Et moi, je lui expliquais que c'est pas vrai du tout, c'est plus compliqué de faire un problème de maths que de sarcler les pommes de terre. Gardez les moutons aussi. Vous avez gardé les moutons, oui? J'ai couru après les gardeuses de moutons. Enfin, j'ai pas gardé les moutons moi-même. Oui, oui. Ça vous aurait pas amusé? Garder les moutons aussi? Ah non, mais si, c'est au contraire. Non, mais ce qu'il y a, c'est que comme je n'ai pas de moutons, je ne les gardais pas. Le Riri, vous croyez que vous le reconnaîtriez? Je me suis posé la question. Je crois, moi, qu'il ait beaucoup changé. Enfin, sa tête jusqu'en 5 ans, je la vois très bien. Enfin, je vois très bien ça. Et par exemple, s'il sonnait là et vous allez ouvrir, vous le reconnaissez, c'est lui. Oui. Vous auriez quelque chose à lui dire ou pas? Oui, bien sûr. Oui. On trouverait déjà à se raconter ce qu'on fait, et puis au bout de peu de temps, je pense qu'on évoquerait des souvenirs. Justement, on retrouverait, on ferait des échanges de mémoire. Ça serait très bien. Vous croyez que c'est facile? Je me suis demandé, pour moi, par exemple. De quoi? De relier, de renouer avec un copain qu'on a eu il y a 20 ans, 25 ans, comme ça. Vous avez suivi des voix. Je crois que justement, je crois que comme les voix sont complètement différentes, ce serait beaucoup plus facile que... Par exemple, il y a des types que j'ai connus après, ça me serait... Et encore, non, parce que quand je les rencontre, ça va... Je crois que j'ai jamais eu tellement de gêne à retrouver des types que j'avais connus dans le temps. J'ai jamais eu trop de gêne, trop de... Je trouve toujours des choses à leur... Par exemple, maintenant, Riri vit dans un univers qui ne ressemble pas du tout au vôtre. Oui, oui, mais enfin, je dois le connaître quand même. Enfin, il y a la grosse caisse dans la fanfare, par exemple. Oui, sa sœur me l'a dit. Ça. Oui. Ça, c'est formidable. Personne ne dira jamais assez la beauté des orphéons de village. Pour moi, je tiens qu'on a tort d'en rire. Et les enfants qui les suivent ne s'y trompent pas, eux, ils s'y reconnaissent. Car les fanfares de village, c'est l'enfance qui résiste encore, 50 ans après, au cœur des facteurs et des agents voyés. C'est formidable parce que ça va paraître idiot ce que je dis, mais ça prouve qu'il aime la musique. Et ça, on ne le savait guère parce qu'il jouait du pipeau un petit peu quand il jouait du pipeau. Mais c'est bien ça, c'est formidable. Je suis sûr qu'il la tient bien en plus, sa grosse caisse. J'ai appris avec les autres, comme ça. Un beau jour, on m'a dit, tu vas essayer de jouer. Et puis, ma foi, tout doucement, oh, c'est pas encore bien brillant, mais enfin, tout doucement, ça vient. Mais vous connaissiez la musique? Pas du tout. Et alors, vous l'avez apprise ou quoi? Un petit peu. C'est-à-dire que vous lisez les partitions? Oui, j'arrive. Enfin, avec beaucoup plus de difficulté que celui qui la connaît réellement bien. Enfin, avec de la bonne volonté, on arrive. Mais c'est du travail, ça, dites-moi. Ah, c'est du travail.
C'est bien qu'il fasse ça, je trouve, qu'il apprenne ces choses. Qu'il apprenne à... Tout le problème consiste à être heureux, quoi. Bon, je pense qu'il l'est peut-être... je veux dire que ces problèmes ne doivent pas l'empêcher d'être heureux, c'est important. Alors que peut-être que s'il était resté à Sardan, ça aurait été plus difficile. Vous êtes allé à Paris quelquefois? Oui, j'ai fait mon stage à Paris. Et récemment, vous êtes allé? Bien, je suis allé l'année dernière. Et vous n'avez pas eu l'idée d'aller voir votre cousin Chabrol Ben, je ne savais pas où il habitait. Et vous n'avez jamais vu aucun film de votre cousin? Non. J'ai vu un bout de reportage, il est après, enfin, le temps de dire, et il a fallu que je parte. On est tellement pris. La dernière fois que vous l'avez revu, c'était quand? Oui, écoutez, depuis un peu après la guerre. Et pourtant, il est revenu au pays, il a tourné un film. Oui, j'ai eu l'occasion de passer à Sardan au moment où il tournait ce film, mais je n'ai pas pu le voir. Et qu'est-ce que vous avez vu alors à ce moment-là? J'ai vu au moment où ils étaient après tourner ce film, Le Beau Serge, devant l'église. Ça se passait devant l'église à ce moment-là, mais je ne pouvais pas rester, j'étais obligé de repartir immédiatement. Et vous n'avez pas eu la curiosité de revenir? Il a dû y rester quelques semaines pour tourner. Eh bien, je n'ai pas eu parce que j'ai eu beaucoup d'occupations et ma mère qui était malade. Et alors, évidemment, il fallait que je m'en occupe. Et lui, à ce moment-là, il n'est pas venu vous voir ici? Non, non, jamais. Manger un morceau? Jamais je l'avais revu. Et je ne l'ai jamais revu depuis. J'aurais dû dire à Riri, pour le consoler, que sans doute c'était mieux ainsi, que de toute façon, les enfants qui s'aimaient ne se revoient jamais, que celui qu'on revoit dans ces cas-là, c'est un autre, un inconnu sur le visage duquel on guette un air de ressemblance avec quelqu'un qu'on a connu autrefois, un mort. Et même ce mort, c'est bien nous qui l'avons connu, n'est-ce pas plutôt quelqu'un d'autre qui nous ressemblait aussi un peu? Un petit garçon qui allait en vacances dans une grande maison sur la place du village, une maison qui ressemblait aussi un peu à celle-là, vaguement, comme ces paysages qu'on voit revenir souvent dans nos rêves et qui nous semblent voir surgir un jour au détour d'un chemin où pourtant nous ne sommes jamais passés. Mais que faire d'un rêve? Pendant un moment, j'ai eu une espèce de désaffection. Je me dis à quoi ça sert d'avoir cette maison qui est moche, c'est pas terrible. Et c'est vraiment la chose la plus stupide que j'ai pu penser dans la vie parce que elle a au contraire une importance considérable. Enfin, il est absolument impensable qu'il n'y ait pas quelque part cette maison. Qu'il n'y ait pas cette maison-là. Je vais vous poser une question idiote et tout à fait prématurée de toute façon. Vous aimeriez être enterré là-bas? Alors ça, je m'en fous parce que quand on est mort, hélas, on est mort et à ce moment-là, ça cesse de m'intéresser complètement. J'aime la vie, vous savez. Alors, être enterré là-bas, ça m'intéresse pas. S'il y a des places dans le caveau, oui, ça sera ailleurs. Mais non, ce que je voudrais, c'est y passer une partie de ma vie. Ça. Moi, j'aimerais bien vraiment... mon rêve est de mourir gâteux, c'est-à-dire d'être vraiment... de mourir très vieux et m'éteindre lentement dans une douce ambiance. J'aimerais bien le faire là-bas. Pour moi, ça serait extraordinaire. Vous savez que Riri m'a dit que pendant que vous tourniez Le Beau Serge à Sardan, il est passé, là, et puis il a vu quand on tournait le film, mais il n'est pas venu vous voir. Pourquoi? Ben, je sais pas. Puis alors il est venu à Paris aussi une fois, et il n'y a pas très longtemps. Il n'est pas venu, non, je crois. Alors, je ne sais pas. Mais oui, mais il y a une espèce de... Oui. Enfin, je vois bien à quoi ça correspond, et je vois pas surtout comment... je vois pas comment l'empêcher, ça. Peut-être qu'il faut laisser les gens. Ils ont une espèce de complexe vraiment. Alors là, ils ont un complexe de paysans vis-à-vis de la ville. Enfin, ils ont peur de se comporter maladroitement. Je sais pas quoi. Qui a appris à Riri
qu'il est des mondes dont il est sage de ne vouloir jamais refranchir le seuil, à rebrousse chemin.